Les urbanistes découvrent parfois des sentiers qui courent à côté des routes qu'ils ont dessinées. Ces lignes se forment pendant des mois, voire des années, sous les pas répétés des marcheurs, des animaux ou des cyclistes. Elles coupent les virages, traversent où bon leur semble. Les urbanistes les appellent chemins de désir. On les trouve dans la neige sale, l'herbe foulée, dans la boue et sur le bitume frais. La plupart du temps, on les voit à peine. Les chemins de désir matérialisent ce que les gens veulent, par opposition à ce que d'autres ont prévu pour eux. Ce sont par exemple les sentiers qui s'ouvrent à 100 mètres d'une passerelle toute neuve, parce que c'est là que les gens aiment traverser. Ou les traces de pas dans une rue enneigée, qui révèlent que personne n'emprunte les passages cloutés. Les chemins de désir sont anonymes. Ils font leur lit où la vie passe. Obscurs, invisibles et déterminés. Non, mais on va pas faire un débat politique, on va s'engueuler, ça sert à rien. Quelqu'un veut du rouge? C'est un dimanche. C'est un dimanche après-midi chez ma grand-mère. J'ai 8 ans. Et la tarte alors? Je veux bien un petit peu de rouge. On entre dans les heures de torpeur de l'après-midi, Quelqu'un d'autre? l'heure où le déjeuner s'achève, où les adultes laissent la conversation devenir paresseuse, C'est une pâte brisée, ça. Ah oui, l'heure où plus personne ne touche aux parts de tarte abandonnées sur les assiettes, S'il vous plaît, on peut sortir de table. Quoi? quand les enfants peuvent enfin sortir de table et entrer dans leur vraie vie, celle qui se mène sous le manteau, hors de vue des adultes, sous les lits et sous les arbres. Doucement, doucement s'il vous plaît. Ah bah dis donc, c'était la volée de moineaux, hein. Mes cousins et mes frères ont déjà filé dans le jardin. Bientôt, ma mère, mes tantes et mes grands-mères se lèveront pour aller faire la vaisselle. Dis-moi, ma bichette, est-ce qu'il resterait du café, s'il te plaît? Bien, Maastricht. Les hommes, les pères et les oncles, eux, ne bougeront pas. Très bien, très bien. L'orage, parce que vous savez, c'est C'était il y a 25 ans. Et j'étais trop petite pour être incluse dans le camp des femmes. Trop timide pour être dans le camp du jardin. Mon camp à moi était celui de l'ennui, la maladie des filles qui ont peur des garçons et qui aiment trop les livres. Sans qu'on fasse attention à moi, je suis montée à l'étage de la grande maison. C'était un monde de couloirs sombres et de chambres silencieuses. Il y avait une grande bibliothèque, de longues étagères remplies d'ouvrages abandonnés par les générations successives. Je connaissais les rayons par cœur. J'avais déjà lu tout ce qui m'intéressait, plusieurs fois, pendant d'autres dimanches ou d'autres samedis. Comment vous appelle-t-on, mon brave, dit Athos. D'Artagnan, monsieur. Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan, en avant. Arsène Lupin, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses. 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Mais ce jour-là, quelqu'un avait laissé traîner une échelle. Je l'ai escaladée pour fouiller dans les rayons du haut, ceux auxquels je n'avais jamais accès. Je connaissais Tintin, Astérix et Lucky Luke, mais c'étaient des bandes dessinées comme je n'en avais jamais vu. J'en ai pris une et je suis entrée dans une chambre vide pour la lire. Je me suis allongée par terre, presque sous le lit, cachée par le cadre de bois. Tout était en noir et blanc. Les hommes avaient des épaules carrées et les femmes des seins énormes. Hé! Attrapez-le! C'est lui, le pervers que nous cherchons! Il y avait des gratte-ciels et des secrétaires. Et il me semble qu'il y avait quelque part des super-héros. Oh non! Ce pervers mord les seins d'une vieille prostituée. De toutes les pages de cette BD, il me reste 6 cases. La scène se passe dans une soucoupe volante,
ou dans une grotte, ou sur une planète abandonnée. 2 femmes sont attachées, main dans le dos, contre un pilier. Elles ont des jambes immenses et des seins lourds. Elles ont ces corps de lianes qu'on voit dans les BD des années 70. Elles sont blondes et elles sont nues. Des cordes leur rentrent dans les chairs, passent entre leurs seins. Une autre femme, de dos, les regarde. Elle est brune, ses cheveux lui tombent jusqu'au milieu du dos. Elle porte de hautes bottes de cuir et elle tient à la main une cravache. Eh bien... Vous avez décidé de ne pas vous rendre? Jamais. Plutôt mourir. Elle saisit le menton de la blonde et l'embrasse en lui mordant les lèvres. La blonde ferme les yeux et ploie la tête en arrière. Ah, bah t'es là, toi. On te cherchait partout. Tu lis quoi? Rien. Si. Montre-moi ça. J'ai trouvé ça dans l'étagère. C'est pas pour les enfants, ça. Bon, descends, ça va être l'heure du goûter. C'était il y a 25 ans. Mais je me souviens de tous les détails. De la lumière, dans la chambre à l'étage, du silence et du sentiment de trouble qui naissait en moi. L'impression d'avoir poussé une porte sur quelque chose que je n'étais pas censée voir. L'impression de me tenir à l'orée d'un monde caché, dangereux et fascinant. On n'archive pas ses souvenirs de porno comme on garde ses souvenirs de vacances, comme on se repasse des photos d'enfance. On a tort. Car en nous, tout part de là. Il était une fois 3 vilains brigands avec de grands manteaux noirs. Le premier avait un trompe. On parle avec affection de nos livres d'enfance, de la façon dont ils nous ont construits et de ce qu'on leur doit. Le deuxième, un soufflet qui lançait du poivre. On devrait faire la même chose avec les images érotiques qui nous ont constitués. Le troisième, une grande hache rouge. Notre vie pornographique, celle que racontent nos souvenirs de porno mis bout à bout, a des réponses sur qui nous sommes. Il y a quelques semaines, une amie me raconte qu'elle a rencontré une sexologue qui traite les gens en leur parlant de leur chemin de désir. Elle va la voir tous les mardis, au fond d'une banlieue résidentielle. Elle me dit que de l'extérieur, on dirait qu'elle va chez le dentiste. Mais dans le cabinet de la sexologue, tout est bleu et calme. Et elle fait ce qui ressemble de loin à du yoga, alors qu'en fait, elle apprend à retrouver derrière ses paupières les lignes de ses chemins de désir. Elle dit que la sexologue a défait des nœuds en elle, qu'elle croyait serrés comme des poings. Mais elle fait de l'hypnose, ta sexologue? Non. Plutôt de l'archéologie. C'est comme si elle t'aidait à déblayer des tunnels et qu'elle t'y emmenait pour te faire visiter les pièces cachées du palais. Mais je croyais que ton problème, c'est que vous baisiez plus. Oui, moi aussi, je croyais. Mais le problème, c'est que mes lignes de désir sont coupées. En l'écoutant, j'essaie de voir sur ses mains à elle où sont ces lignes de désir. Je me demande si elles nous déterminent, comme les lignes de la main. Et si, comme Corto Maltese, qui s'ouvre la paume d'un coup de rasoir pour se dessiner une ligne de chance là où il n'en avait pas, on peut les créer ou les modifier quand on en manque. Sous ma douche, je scrute mes bras et mes jambes à la recherche de mes chemins de désir, comme si on pouvait les voir sous la peau, comme des veines. J'essaie de les écouter quand j'éteins la lumière. En posant la tête sur l'oreiller, j'imagine toute une carte parsemée d'aiguillages, d'embranchements et de voies rapides. Un univers qui bipe et qui clignote, traversé de flux électrisés depuis des années.
En France, l'âge moyen de la première exposition à la pornographie est de 10 ans. On peut quand même s'entendre sur le fait qu'à la base, un anus n'est pas fait pour accueillir 5 pénis. Le fait d'être payé pour faire quelque chose biaise la question du consentement. Il faut aussi comprendre que c'est aussi des actrices et des acteurs qui vont de leur plein gré, on ne les force pas à le faire. Enfin, qui vont de leur plein gré, oui, peut-être, parce qu'ils ont peut-être aussi besoin de gagner leur vie. Enfin, je veux dire, c'est... Des années plus tard, l'actrice a dit « Vous avez assisté à mon viol ». Le porno a mauvaise presse. On l'accuse de déformer l'imaginaire des jeunes, de reconduire les stéréotypes de genre, d'exploiter les femmes et d'appauvrir le monde. Et c'est peut-être bien aussi vrai. Mais moi, quand je remonte mes chemins de désir, je suis bien obligée de voir combien sans le porno, ils n'iraient nulle part. Ils tourneraient sur eux-mêmes comme un rond-point. J'ai découvert le porno à 8 ans, puis à 13, puis à 16, puis à 20, puis à 30. À chaque fois, il avait changé de forme. À chaque fois, il m'emmenait dans de nouvelles directions. Je suis de la génération qui a connu le passage au porno en ligne. Celle qui a un pied dedans et un pied dehors. Qui a découvert l'excitation dans les livres et s'est professionnalisée sur YouPorn. Ma vie pornographique, c'est une météorite. C'est une arche qui traverse les époques. La fois suivante, quand je fouillerai chez ma grand-mère, les illustrés auront disparu. Je les cherche partout, dans le placard, derrière les étagères, dans les piles de vieux Picsou. Mais tu fais quoi, enfin? Tu veux pas sortir dehors? Mais j'aurais beau chercher partout, je n'arriverai jamais à remettre la main dessus. Après, pendant plusieurs années, il ne se passe plus rien. Ni dans ma vie pornographique, ni ailleurs. Pas de baisers volés, pas d'images érotiques surprises, pas d'amour d'enfance. Je rentre en latence. Pourtant, dans l'ombre, les images travaillent, même si je ne le sais pas encore. Elles germent, étendent des radicelles et esquissent des chemins avec des ficelles tendues dans les herbes hautes. Dans la zone inaccessible où se forment les désirs, une triade s'ébauche. Sein, contrainte, s'étoile. cuir et corde. Et quelques années plus tard, à l'orée de l'adolescence, quand je retomberai sur la même triade, sein, contrainte, cuir et corde, cette fois, je m'embraserai comme du petit bois au soleil. D'un seul coup. Pour longtemps. Et la brèche ouverte ne pourra plus se refermer.